Il est 13 h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre Patrick Achi était hier mardi au CHU, le centre hospitalier universitaire de Cocody, pour y poser la première pierre du pôle de gynéco-obstétrique et pédiatrie. Le projet est fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Sa réalisation va coûter quelques 26 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, mercredi 13 octobre, l'on célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, journée instituée par les Nations Unies en décembre 1989. Selon le rapport sur les catastrophes dans le monde, ces 10 dernières années, 83% des catastrophes déclenchées par des aléas naturels sont provoquées par des phénomènes climatiques. Abou Tourab a été condamné en 2016 à 9 ans de détention par la Cour pénale internationale. Il avait dirigé la destruction de 9 mausolées classé patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Hier mardi, il a choisi de présenter ses excuses afin d'obtenir une libération anticipée. À suivre en fin de journal. La santé des populations au cœur des préoccupations du gouvernement. L'offre de soins s'améliore au CHU de Cocody pour le grand bonheur des patients, notamment le couple mère-enfant. Dans 24 mois, sortira de terre un pôle de gynéco-obstétrique et pédiatrie qui va coûter 26 milliards de nos francs. C'est avec fierté que Patrick Achi en a posé la première pierre hier mardi. Alexis Ouedraogo nous en dit plus maintenant. Juin 2023, le CHU de Cocody abritera son pôle mère-enfant. Un bâtiment R+3 regroupant diverses spécialités. Objectif, réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce pavillon regroupera 3 spécialités spécifiques que sont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, ainsi qu'un service de réanimation intégré en un seul bâtiment avec au total 228 lits afin d'améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, le projet devra outre mesure permettre au CHU de devenir un centre médical d'excellence au niveau national et d'améliorer la qualité des services de santé. C'est pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son noble objectif de renforcement du système sanitaire que le présent projet a été conçu. D'une enveloppe globale de 26 milliards de francs CFA soutenue par la JICA et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux et l'équipement du bâtiment contribueront à consolider les acquis de ces dernières décennies. Ce projet, en plus d'étoffer fortement le plateau technique du CHU de Cocody avec des équipements de pointe, va permettre à cette structure sanitaire incontournable pour la population de jouer son rôle, celui d'être un véritable pôle d'excellence pour la formation et le renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé intervenant sur ces enjeux. À travers l'ensemble du territoire national, l'initiative et le soutien de la JICA et le don du Japon sont donc d'une utilité précieuse et stratégique. Le Premier ministre a encouragé les acteurs du secteur à faire bon usage de ce futur joyau et à y investir leur humanité. Quelle que soit la qualité des matériels et des équipements, ceux qui soigneront seront des hommes et des femmes, et ça sera vous. Les personnes qui viendront ici, des enfants, des femmes, des adolescentes, sont dans la société dans laquelle nous vivons les personnes les plus sensibles, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus émotives. Et ces personnes-là, en plus de l'équipement matériel, en plus de la technique que vous aurez, auront besoin de votre amour, de votre affection et de vos sourires. Et il faudra le leur donner. La Côte d'Ivoire affiche à ce jour l'un des plus forts taux de mortalité maternelle. Ces dernières années, des actions ont été engagées par le gouvernement pour corriger ce tableau. Dans 24 mois, donc, ce pôle sera opérationnel. À Blocos, par contre, à la formation sanitaire urbaine, l'amélioration du plateau technique est déjà effective. On vient d'y ouvrir 2 blocs opératoires et un pavillon d'hospitalisation pour une meilleure qualité des services proposés. C'est le ministre de la Santé qui y est allé pour l'inauguration. Le reportage de William Kakou, Eugène Atoubé et Ambroise Assémon. Tout le personnel soignant et l'administration de la formation sanitaire urbaine du village de Blocos attendaient l'arrivée du Premier ministre Patrick Achi.
Pour raison de calendrier, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle le représente à la cérémonie. Pierre Dimba découvre avec beaucoup de satisfaction et de fierté la nouvelle acquisition de l'établissement sanitaire. Un pavillon d'hospitalisation et de bloc de gynécologie flambant neuf, entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures viennent compléter l'existant et renforcer le plateau technique de la formation sanitaire de Blocos. En fait, d'obstétrique, c'est maintenant que ça va bien fonctionner parce qu'on faisait l'obstétrique partielle, les accouchements par voie basse. Quand ça ne va pas, on les évacuait au CHU de Cocody. Dieu merci, voilà. On vient de nous offrir 2 blocs flambants neufs. C'est un apport inestimable que vient de porter le gouvernement à ce centre de santé qui appartient à la mairie de Cocody pour le bien de nos administrés. Le rapport des populations de Blocos à leur établissement sanitaire depuis sa livraison en 1980 à ce jour a montré la nécessité de renforcer les capacités de cette FSU en termes d'offres de soins et infrastructures d'accueil. L'existant, en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire, va gagner en performance. Et si le ministre de la Santé s'en félicite, il exhorte les médecins et tout le personnel soignant à relever le défi de la satisfaction de la clientèle du FSU de Blocos. Continuez donc à exercer votre métier que vous avez choisi, qui est un noble métier, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme et surtout administrer des soins humanisés en accueillant nos mamans, nos sœurs qui vont venir dans ce centre avec beaucoup d'affection. La formation sanitaire urbaine de Cocody Blocos, selon les médecins, reçoit dans son service de gynécologie obstétrique près de 100 accouchements dans le mois. Avec ces 2 blocs opératoires, les évacuations d'urgence vont connaître une baisse considérable. À présent, la page Covid-19, ce virus qui s'invite dans nos JT depuis de longs mois maintenant. Depuis tous ces longs mois, nous subissons la furie du monstre avec chaque jour de nouvelles contaminations. Tenez, hier seulement, on en a recensé 49 et 3 morts ont été enregistrés. À ce jour, 60 878 cas ont été confirmés depuis l'avènement de la maladie et depuis lors, on a déploré 672 décès. Ne lâchons pas prise, continuons d'appliquer les gestes barrières pour notre propre santé et pour celle des autres. On en vient maintenant à cet atelier organisé par la DGE, la Direction Générale de l'Économie. Il s'est agi pendant 5 jours d'élaborer des rapports sur les perspectives économiques et financières de la période 2022-2026 de la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de proposer des solutions pour relancer la croissance économique perturbée par la pandémie de Covid-19. Jean-Jacques Kwameala nous en dit plus. Avec un taux de croissance attendu de 7,2, la Côte d'Ivoire a affiché un taux de 2% en 2020 et attend en 2021 une croissance estimée à 6,5% selon les prévisions de l'UEMOA. Après la Covid-19 qui a impacté l'activité économique, l'heure est à la relance et cela passe par la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs plans. Le plan de soutien à l'économie contre la Covid-19, le plan national de développement PND, période 2021-2025. Des plans qui seront au cœur des discussions au cours de cette rencontre. À cela, il faut ajouter le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Un document d'orientation qui définit la vision du chef de l'État et qui assigne pour objectif qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire puisse être dans le peloton des pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure. Il s'agit donc de doubler le PIB par tête de nos jours pour 2030. L'objectif est de remettre l'économie sur les sentiers de la croissance. Cet exercice sera exécuté par les autres pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO pour l'adoption d'un nouveau pacte de convergence d'un programme pluriannuel.
Et puis cette information en bref et en images, des jeunes entrepreneurs viennent d'être primés. Ils sont au nombre de 5 et c'était lors de la finale du programme d'incubation express au VITIB de Grand-Bassam, la ville balnéaire à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Ce concours est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME avec l'appui de la coopération allemande GIZ. Le programme a pour objectif de préparer les startups à une levée de fonds et favoriser le développement de solutions innovantes, porteuses de richesse et d'emploi. Cheikh Koné et Marie-Ange Kouakou nous en parleront de façon plus pointue dans nos prochains journaux. En 2012, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a adopté une directive communautaire instaurant la comptabilité des matières, entendez, le contrôle des biens meubles de l'État. Afin donc de faciliter l'identification des différentes catégories de biens et mieux maîtriser les textes en vigueur, une vingtaine de gestionnaires du patrimoine de l'État sont en formation à Bingerville. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko qui est sur place dans la cité de l'Alobé. Cette formation vise à renforcer les compétences des gestionnaires du patrimoine de l'État pour une application scrupuleuse des tests et lois mises à disposition dans le cadre de l'UEMOA. La formation concerne 2 modules. Le premier module concerne le cadre de gestion des biens de l'État, module beaucoup plus théorique, et un module beaucoup plus pratique qui concerne les outils de gestion en comptabilité des matières. Un meilleur inventaire des biens combiné à un capital humain bien formé aux tests en vigueur devrait déboucher sur une gestion vertueuse du patrimoine de l'État en garantissant un accès sécurisé aux ressources matérielles afin d'éviter les déperditions et autres dysfonctionnements. Cette formation, c'est vraiment donner les rudiments, les instruments, les méthodes pour que nos gestionnaires de patrimoine, qui sont donc dans chacun des ministères sectoriels, puissent donc recueillir toutes les informations concernant les biens de l'État. Et nous, en tant que direction du patrimoine de l'État, nous allons donc coordonner toutes ces informations en vue d'élaborer la situation patrimoniale de l'État. Dans un contexte de bonne gouvernance et de reddition des comptes, une amélioration des capacités organisationnelles favorisera une parfaite rationalisation des dépenses et des prévisions budgétaires. Quand les États vont aujourd'hui auprès des bailleurs, au-delà des situations financières, on regarde votre potentiel en termes de situation, de biens dont vous disposez. Et on va au-delà. Ça montre même la capacité ou bien l'état de développement d'un pays. La comptabilité des matières constitue un facteur déterminant dans la sauvegarde du patrimoine de l'État, surtout qu'elle permet à tout moment le recensement, l'enregistrement et le suivi administratif et comptable des immobilisations de l'État. Je vous invite à présent à faire une immersion en plein cœur de la nature. On va bénéficier de l'air frais. Notre destination sera l'écotel Tourako. C'est à l'orée du parc national de Taï, dans la sous-préfecture de Djouroutou. Un endroit magnifique qui souffre malheureusement aujourd'hui des conséquences de la pandémie de Covid-19. Plus aucun touriste étranger ne pointe son nez. Ce sont ceux-là pourtant qui constituaient sa principale clientèle. Manque à gagner donc pour l'OIPR, mais aussi pour les populations. En gros, c'est quand même 22 milliards de francs CFA que le coronavirus nous fait perdre là chaque année. On y va maintenant à la découverte de ce patrimoine exceptionnel en détresse, pourtant fierté de notre pays. Notre guide, c'est Jean-Louis Gbangbo. Un bout de paradis incrusté en plein cœur de la forêt de Taï. Cette image a toujours été collée à l'écotel de Djouroutou, dans le Bas-Sassandra. Depuis plusieurs mois, les seuls charmes de ce réceptif hôtelier, situé au flanc sud-ouest du parc national de Taï, sont cette épaisse brume, la végétation verdoyante et les mélodieux chants d'oiseaux. Créé pour servir de pied-à-terre aux touristes et visiteurs sur les traces des chimpanzés, principale attraction de cette forêt, l'écotel de Djouroutou, propriété de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, est bien loin de ses heures de gloire. Le parc national de Taï est de renommée mondiale et les gens viennent de partout dans le monde pour venir visiter cet espace. Donc quand ils viennent, c'est dans ces bungalows-là qu'ils sont hébergés. Aujourd'hui, l'état de fonctionnement
Du fait de la crise à Covid-19, le tourisme dans ce site-là a été suspendu. En haute saison touristique, ce réceptif d'une capacité de 20 places pouvait accueillir des centaines de visiteurs dans le mois. Aujourd'hui, totalement à l'arrêt. La Covid-19 est passée par là. Le parc en tant que tel aussi fait des recettes à travers l'activité de tourisme. C'est vrai que c'est concédé à un gestionnaire qui l'exploite, mais en retour, il y a une contrepartie qui est versée à l'État, à l'Office souverain des parcs et réserves qui s'en sert pour ses activités quotidiennes de gestion du site. Manque à gagner pour le parc, mais également pour les populations riveraines comme Liliane, femme de chambre. Ça va Lily? Et la journée, comment ça commence? Ouais, ça commence bien. D'accord. Ça nous fait mal parce que nos touristes ne viennent plus. Voilà, les activités sont arrêtées. Vraiment, on prie pour que ça puisse se répondre, pour qu'au moins on puisse encore au moins travailler comme on le faisait avant. Le fait de travailler ici, ça m'a donné les moyens de faire mon atelier. Aussi, ça m'aide à aider mon conjoint à s'occuper de la maison, des enfants. Le temps que l'activité puisse être officiellement déclarée ouverte et que les visites puissent reprendre, voici un peu l'activité auquel nos braves frères qui vivent ici dans la localité peuvent s'adonner pour maintenir le site vraiment dans un état assez bon. L'écotel emploie au total 4 personnes qui s'occupent de l'hébergement des touristes, mais également une dizaine de guides. Voici ce qu'il reste de leur logement après l'arrêt des activités. Du fait que l'activité touristique est complètement arrêtée, ces bâtiments-là ont pris un coup et le concessionnaire s'apprête à venir réhabiliter tout ça. Il compte rouvrir l'activité touristique au mois de décembre. Les travaux de rénovation sont attendus avec impatience par les responsables du parc. Depuis 2018, ils ont confié la gestion des infrastructures de l'écotel à un professionnel privé du tourisme. Quand l'activité touristique n'est pas réalisée, n'est pas menée à bien par le concessionnaire, nous, on est obligé d'envoyer des agents toujours présents dans les zones où les animaux sont habitués à la présence humaine. C'est la zone de recherche, on est toujours obligé d'être là. Une impatience et une pression sur le concessionnaire qui s'explique par le programme d'habituation des chimpanzés à Djoroto à la présence humaine et qui les rend particulièrement vulnérables. Les animaux sont habitués aux hommes. Un braconnier qui se retrouve au milieu de ces animaux, mais il fait un carnage tout de suite, sans fournir d'efforts. Entre 2014 et 2018, le parc national de Taï a enregistré 1008 visiteurs. Selon le plan d'aménagement et de gestion du parc, le maintien de l'activité touristique pourrait rapporter plus de 22 milliards de francs CFA par an. Des recettes propres qui auraient vocation à croître sur le long terme. Écotel de Djoroto, un joyau déchu du parc national de Taï. C'est un sujet de Jean-Louis Gbangbo du service économie de la rédaction. Un reportage à voir et à revoir. Allez simplement sur les www.rti.ci. Nous sommes le 13 octobre et chaque année, à cette même date, l'on célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes, journée instituée par les Nations Unies depuis une trentaine d'années. La Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles promeut une culture mondiale de sensibilisation aux risques et à la prévention des catastrophes naturelles. On va tout de suite écouter la déclaration du gouvernement, déclaration lue par Jean-Luc Assis au micro de Grace Kando. La Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles vise à sensibiliser les décideurs et les communautés sur l'ensemble des mesures et dispositions à prendre afin de mieux prévenir la survenue des catastrophes et de réduire de façon considérable les pertes et dommages. De manière générale, il a été donné de constater que le nombre de catastrophes est en constante hausse au fil des années avec une prédominance des catastrophes dues aux phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes. Tout laisse donc à croire que non seulement nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour assurer un relèvement entre deux catastrophes, mais également que plusieurs catastrophes sont susceptibles de se produire simultanément ou successivement
avec leur cortège de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement prend des dispositions pour atténuer les effets des catastrophes naturelles. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour, d'une part, atténuer leurs effets ainsi que ceux de la sécheresse, des feux de brousse, du réchauffement climatique et, d'autre part, renforcer les infrastructures d'assainissement et de drainage. Selon le rapport sur les catastrophes dans le monde en 2020, ces 10 dernières années, 83% des catastrophes déclenchées par les aléas naturels ont été provoquées par des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, faisant passer de 35% le nombre de catastrophes dans les années 1990 à 82% en 2010. Le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui sert désormais de catalyseur pour une meilleure compréhension et connaissance des aléas ou risques. La protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, c'est le thème de cet atelier initié par le gouvernement et ses partenaires, notamment l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et la criminalité et l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il vise, entre autres, cet atelier donc, vise à préparer la loi sur la protection des lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Dangui Dangui. Les risques de corruption sont omniprésents dans l'administration publique. Selon les experts de la question, qui militent par ailleurs pour la protection des lanceurs d'alerte dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, l'initiative a un écho favorable auprès des populations. C'est normal qu'on les protège. Dans le cas où quelqu'un vient me faire des histoires pour dire pourquoi tu m'as dénoncé, mais je dois aller me plaindre pour dire que voilà, je suis allé dénoncer tel type. Maintenant, la personne se plaint pour dire que non, voilà ce qu'il me fait. Il y en a qui s'érigent en lanceurs d'alerte et qui font du dénigrement, soit disant que je lance une alerte. Ça, c'est pas bon. Sinon, ceux qui font pour que l'État en tienne compte, pour lutter contre la corruption, pour régulariser certaines situations, ceux-là, l'État doit les protéger. Les organisations de la lutte contre la corruption sont unanimes. L'efficacité des dispositifs de lutte contre ce phénomène dépend du dynamisme des lanceurs d'alerte ou des signalements des cas de corruption. Se pose alors la question de leur protection. Ces personnes sont dans une situation précaire, si vous voulez. Et pour avoir des actes, des représailles, de menaces, ou même de l'assassinat, des meurtres. Donc tout dépend de l'ampleur de la corruption et des personnes en pouvoir qui sont engagées. Dans les administrations, c'est très facile de perdre son emploi parce qu'on a fait une dénonciation, parce qu'on a dit quelque chose contre, par exemple, un supérieur. Donc il faut que la Côte d'Ivoire arrive à mettre en place donc, cette disposition qui protège tout le monde, qui permette efficacement donc, de lutter contre la corruption au sein des institutions sans être inquiétés. Pendant 2 jours, les experts des questions de lutte contre la corruption et les membres de la société civile ont réfléchi et discuté de la meilleure marche à suivre pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une loi capable de protéger efficacement les lanceurs d'alerte et d'encourager les signalements des cas de corruption. Encore un viol de trop. À Daridougou, dans le département de Sandégué, une enseignante a été victime d'actes de viol il y a quelques jours. Depuis lors, ses collègues du département ne décolèrent pas. Pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils demandent réparation, ils demandent que justice soit rendue. Notre correspondant Herman Niamien s'est rendu hier à Sandégué. Voici son reportage. Devant la préfecture de Sandégué, des enseignants qui scandent non au viol. La tête nouée de bandeaux, ils protestent contre le viol de l'une de leurs collègues. Il y a eu un cas de viol sur la personne d'une de nos camarades institutrices dans la nuit du 6 au 7. Nous voulons qu'il y ait un éclaircissement. Il faudrait que ces malfrats soient retrouvés et punis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre? Pour des questions de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à rencontrer la victime. Alors, nous mettions le cap sur Daridougou, le village où s'est déroulé les faits. C'est ici, dans cette maison, située à la lisière du village, dans l'enceinte de l'école primaire, que la pauvre enseignante a vécu les pires moments de sa vie.
La maîtresse était couchée hier aux environs entre 23h00 et il y a eu coupure de courant. À sa grande surprise, elle était dans la chambre et puis quelqu'un est rentré sur elle et puis la personne s'est masquée. Donc elle était étonnée qu'elle-même elle avait fermé la porte et puis quelqu'un est dans la chambre. Elle dit qu'il y avait un couteau, mais ce monsieur avait lancé quelque chose, avait appuyé quelque chose sur son cou. Donc elle ne sait pas, elle s'est rendue compte si c'est une arme ou bien elle ne sait pas. Donc le monsieur lui a dit, il ne faut pas que tu vas me regarder. Le violeur est-il une connaissance de la victime? Vit-il dans le village ou vient-il d'ailleurs? En tout cas, les jours à venir nous situeront. Les faits limiers de la gendarmerie sont sur le terrain pour la manifestation de la vérité et surtout pour appréhender le malfrat pour qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux. Le commandant de la 7e Légion de la gendarmerie, qui dirige les enquêtes, et le préfet du département de Sandégué, appellent au calme et rassure l'opinion que la lumière sera faite. Ma fonction et ma tenue m'obligent à avoir un comportement digne. Sinon, je suis écœuré. J'ai demandé à la gendarmerie. Vous voyez le commandant Légion, vous voyez le commandant compagnie. Depuis ce matin, on est ensemble. Et ils ont pour mission de faire tout ce qui est de leur ressort et de leurs compétences pour mettre aux arrêts celui qui a commis l'acte ignoble. Je suis mandaté par le commandant supérieur de la gendarmerie, qui a été lui-même choqué, foudroyé devant cette situation. Notre mission ici, ça consiste également à inciter le violeur. Nous allons le faire. Quant à la victime, dès les premières heures, sur instruction de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, elle a été prise en charge à l'hôpital général de Sandégué. Selon les enseignants, ce n'est pas la première fois qu'une institutrice en service dans le département de Sandégué est victime de viol. Dans cette localité, disent-ils, plusieurs de leurs collègues ont été déjà victimes de vols, de viols et de cambriolages. Le viol est un crime. Toute société humaine a l'obligation de l'éradiquer. On dit que tous ceux qui le commettent sont des sous-hommes, des moins que rien. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, c'est le livre saint qui le dit. La fondation Zakat Waf l'a compris et l'applique au quotidien. Elle vient là de donner le sourire à 20 enfants orphelins en leur remettant à chacun une enveloppe de 50 000 francs CFA pour leur prise en charge. Témoignage Fatima Ouedraogo et Franck Quadio. Témoignage donc à suivre dans nos prochains journaux. Cap à présent sur la Kota, à quelques 220 km d'Abidjan. Sur place vient de se tenir un conseil municipal marqué par l'adoption du programme triennal 2022-2024, un programme bien rempli comportant une trentaine d'actions à réaliser pour le bien-être des administrés. Le budget est de 550 millions de francs CFA. Mahama Traoré nous en dit plus. Cette troisième session du conseil municipal visait à évaluer l'exécution du budget communal 2021. Les ressources mobilisées ont déjà permis de reprofiler des dizaines de kilomètres de voies d'accès au village de Lakota, de rénover des écoles primaires de Gbaïri et de Zega, de réhabiliter le marché du village de Daïri et d'achever la construction du nouveau grand marché de Lakota, incendié en avril 2020. Réunis autour du maire Sami Meri, les 30 conseillers municipaux ont aussi adopté le programme triennal de développement 2022-2024. Il y a eu 32 actions qui ont été donc énumérées, avec comme pour budget environ 550 millions d'investissements. Nous comptons donc accélérer le développement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons construit donc 2 marchés qui seront inaugurés la semaine prochaine. On donne le meilleur de nous-mêmes pour permettre effectivement que notre ville soit l'une des meilleures villes de la Côte d'Ivoire. Ce développement accéléré permettra entre autres la construction de la maternité du centre de santé de la localité de Godou-Lilier, l'installation de lampes solaires dans les villages de la commune ou encore la pose d'une quinzaine de bacs à ordures dans la ville de Lakota. La Coupe d'Afrique des Nations de foot 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire. La grand-messe du sport roi se prépare depuis plusieurs années déjà avec un comité d'organisation mis en place dénommé le COCAN. Et justement, le président du comité a entamé depuis quelque temps une tournée dans les institutions en rapport avec la Coupe d'Afrique. Cette semaine, François Amicha a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ce que vous avez sous les yeux dans ces images. Le témoignage
reportage de nos confrères de RTI Sport, Ngamble Konaté et Jean-Sylvain Risso. Ce sera dans nos prochains journaux. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, également connu sous le nom d'Abou Tourab, a été condamné en 2016 à 9 ans de détention par la Cour pénale internationale. Il avait entre autres dirigé la destruction de 9 mausolées classés patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. C'était en 2012. Les groupes djihadistes Ansardine et AQMI notamment occupaient alors le nord du Mali. Hier mardi, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a présenté ses excuses afin d'obtenir une libération anticipée. Et toujours au Mali, sachez que la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé ce mercredi même la mort accidentelle d'un soldat français dans ce vaste pays voisin lors d'une opération de maintenance sur un camion sur la plateforme des airs relais de Tombouctou. Il s'agit du maréchal des logis Adrien Quélin. Point final. On s'arrête là pour ce 13h et on se donne rendez-vous demain en bonne santé. D'ici là, je souhaite un joyeux anniversaire à l'un de nos collaborateurs, M. Serge Panaba, qui est technicien des serveurs de production. Bon après-midi, bon appétit.